merci beaucoup déjà pour ces interventions qui étaient très intéressantes. Sur la question de la zone euro, vous avez bien dit que les médias, les politiques dominants manipulent totalement la question. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Mais le fait qu'ils en parlent prouve certainement qu'ils ont quand même un plan derrière la tête. Donc, qu'est-ce qui nous prépare en gros? Parce qu'on entend n'importe quoi à la télévision. Est-ce que vraiment c'est possible d'expulser comme ça, manu militari, un pays de la zone euro? Et est-ce que le gouvernement de Tsipras s'y est préparé? Est-ce qu'il a un plan, je sais pas, un plan B? Et je me rappelle d'une phrase absolument magnifique d'un officiel grec, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, peut-être Varoufakis, qui disait « Nous préférons une vie austère à l'austérité ». Donc, est-ce qu'ils ont, on va dire, préparé l'option autogestionnaire, l'option coopérative, l'option, on va dire, un peu galère, mais on garde notre dignité en faisant avec des systèmes coopératifs? Est-ce qu'ils l'ont préparé? Et enfin, une autre question, parce que vous avez l'air bien informé. J'ai entendu parler que les anarchistes et le KKE militaient absolument pour l'abstention lors du référendum. Est-ce que c'est vrai, déjà? Et qu'en est-il de la situation politique, on va dire, du rapport de force des anarchistes et également de l'extrême droite? Où ils en sont, parce qu'on n'entend plus parler d'eux. Merci. Alors, je vais commencer à vous répondre en attendant que d'autres questions soient posées, mais moi j'invite aussi mon camarade à répondre aussi, hein, s'il le souhaite. Il est clair que l'option de la sortie de la zone euro n'a pas été et n'est pas l'option prioritaire du gouvernement Syriza. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en effet, on peut avoir de sérieuses interrogations, de très gros doutes sur l'intérêt qu'il y a pour un pays, la Grèce ou un autre, à rester dans la zone euro. Alors pourquoi? Dans quels termes, si vous voulez? Le débat a eu lieu au sein de Syriza, étant entendu qu'aujourd'hui, donc si vous achetez Le Monde diplomatique, vous verrez, il y a un article qui explique la proposition que j'ai indiquée tout à l'heure de conversion de la dette en certificat d'investissement. Mais il y a un autre article sur la même page qui est écrit par un député Syriza, membre du bureau politique de Syriza, donc c'est quelqu'un d'important, qui lui milite pour une sortie de la zone euro. Donc le débat n'est jamais clos. Alors pourquoi l'option qui a été défendue jusqu'à aujourd'hui, mais il se peut que l'option change en effet à partir de demain ou à partir de la semaine prochaine, pourquoi l'option du maintien dans la zone euro, en dépit des très grandes contraintes qu'elle véhicule, pourquoi cette option a-t-elle été celle du gouvernement grec? Pour une raison qui est une raison en fait très simple, qui est que depuis que la Grèce est entrée dans l'Union européenne au début des années 80, le niveau de consommation des Grecs, un peu comme ça s'est produit en Espagne, a fortement augmenté, en large partie financé par endettement. Mais dans le même temps, la production grecque, aussi bien la production industrielle qu'un peu plus tard la production agroalimentaire et même agricole, se sont effondrées. Je ne vais pas vous expliquer maintenant pourquoi, parce que ça prendrait trop de temps. Le résultat est qu'aujourd'hui, les Grecs importent l'essentiel de ce qu'ils consomment, bien malheureusement, et évidemment la quasi-totalité des biens de consommation durable et des biens d'équipement. Ce qui veut dire que la Grèce est totalement dépendante de ces importations. Si la Grèce doit sortir de la zone euro et introduire la drachme, ce qui est en effet possible, je vais vous dire dans quelles conditions, alors cela signifie que la drachme va vraisemblablement se déprécier quasi instantanément de quelque chose de l'ordre de 30 à 40%, ce qui veut dire que le prix de tous les produits importés incompressibles va donc augmenter dans les mêmes proportions, de 30 à 40%. Vous comprenez bien qu'un gouvernement de gauche qui veut répondre à la détresse sociale ne peut pas spontanément considérer que ça, c'est la meilleure option. Parce que cette option-là, c'est un second choc de pauvreté après un choc de pauvreté massif qui est produit depuis 2008-2009. Donc un gouvernement socialement responsable ne peut pas privilégier cette option. Maintenant, il se peut que cette option-là soit finalement la seule.
dans quelles conditions peut-elle se produire? Tout d'abord, je voudrais rappeler que les traités européens ne prévoient absolument pas que l'on puisse exclure un pays de la zone euro. Cette décision appartient au pays lui-même. Donc, les autres peuvent se taper le cul par terre, excusez-moi d'être grossier, aussi longtemps que le gouvernement grec n'aura pas pris la décision souveraine de sortir de la zone euro, il ne sortira pas de la zone euro. Dans quelles conditions peut-il être conduit à prendre ces décisions? La réponse est en fait très simple. La réponse, elle est que si la Banque centrale européenne coupe le dernier accès au financement des banques grecques, après avoir mis les banques grecques à genoux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, alors le gouvernement grec n'aura aucune autre solution que de réquisitionner la Banque de Grèce pour que la Banque de Grèce puisse à son tour financer les banques secondaires. Dans cette option-là, c'est-à-dire l'option de la réquisition de la Banque de Grèce par le gouvernement grec, alors en effet, la Grèce quitte de fait la zone euro, puisque ça signifie que la Banque de Grèce imprime des billets en drachmes. Et si elle imprime des billets en drachmes, alors ipso facto, elle quitte la zone euro. Mais ça sera à ce moment-là le résultat véritablement de la fin d'un coup d'État financier. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne aura pris la décision politique de couper le dernier mode de refinancement des banques grecques. Voilà la seule option qui peut aboutir à la sortie de la Grèce de la zone euro. Si la sortie de la Grèce de la zone euro se produit, alors il se produira le choc de pauvreté que j'ai indiqué tout à l'heure. Il est certain que le peuple grec, à ce moment-là, devra, malheureusement, pour ses conditions de vie, ses conditions d'existence, passer une période qui sera une période extrêmement difficile. C'est cette période-là que le gouvernement grec essaye d'éviter. Mais si ce n'est pas possible, eh bien, il ne l'évitera pas. Et comme ceci a été dit, mieux vaut vivre dignement, vivre pauvre, que vivre éternellement en esclavage et en situation de dépendance. Je crois que Yanis Oulondas, qui est là, ne dira pas le contraire. Voilà. Alors, je vais juste te dire une chose. Yanis pourra prendre la parole s'il le souhaite tout à l'heure. Maintenant, je ne sais pas sur les anarchistes et la position des anarchistes par rapport au référendum. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en effet, l'extrême droite grecque est toujours présente. L'extrême droite grecque n'a pas disparu. Et ceux qui pensent qu'on pourra remplacer un gouvernement de gauche radicale par simplement un retour, en quelque sorte, à une forme de démocratie parlementaire libérale tranquille se trompent. Ceux qui reviendront au pouvoir tôt ou tard, en Grèce, mais pas seulement en Grèce, en France aussi, sont ceux qui attendent la chute de la démocratie, et c'est évidemment l'extrême droite. Merci. Merci. Alberto a des choses à rajouter là-dessus. Un petit mot là-dessus. C'est pour ça que je dis, d'une certaine manière, le problème de Syriza et d'Espagne. C'est-à-dire que le peuple espagnol ne veut pas la sortie de l'Europe et de la zone euro. Et je crois qu'aucun peuple du Sud ne le veut. Parce que l'Europe est l'espace dans lequel le changement et le développement économique peut s'opérer. Chacun des pays, je crois, chacun des peuples des pays du Sud, je parle de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce principalement, savent que être un pays isolé, livré au tourisme et à une monnaie faible, n'est pas ce qu'ils veulent. Alors effectivement, la démocratisation social-démocrate a été vendue en disant, avec l'adhésion à l'Union européenne, mais aussi l'adhésion à l'OTAN, pour l'Espagne, on a une normalisation, et le prix de cette normalisation, c'est qu'on va vivre avec le même niveau de qualité de vie, de dignité et de droits démocratiques dans l'ensemble de l'Europe. Le projet européen est défiguré par une opération de ces gouvernants actuels qui consiste à s'asseoir sur ces éléments-là, qui sont pourtant les éléments fondateurs de la charte européenne, qui sont aujourd'hui les premières lignes et les obligations. C'est pour ça que quand Mme Merkel dit qu'il faut respecter les traités, on a affaire à des dirigeants qui s'assoient totalement sur l'ensemble des traités européens. Et qui sont donc les responsables de la destruction de l'Europe. Mais ce qu'ils veulent, c'est faire un exemple avec la Grèce pour faire passer le message aux Espagnols
que si les Espagnols se débarrassent de leurs politiciens corrompus, comme les Grecs tentent de le faire, s'ils se débarrassent de ces pseudo-partis politiques soi-disant d'alternance droite-gauche qui font la même politique pour renouveler complètement leur vie publique et s'emparer et apporter un courant d'air démocratique dans les institutions, si les Espagnols font ça, alors ils seront éjectés hors de l'Union européenne et de l'euro. C'est ça le message qu'ils veulent faire passer. Et évidemment, Podemos non plus n'est pas un parti qui milite pour la sortie de l'euro et de l'Union européenne. C'est comme militer pour la fin du capitalisme. Vous voyez, les titres de les rencontres d'économique, c'est le capitalisme, c'est fini, c'est quoi le petit en dessous, si vous le voulez bien. Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. On ne va pas rassembler le peuple et on ne rassemble pas le peuple sur la sortie du capitalisme. Là, on va être tous d'accord, mais on sait que ça va prendre beaucoup plus de temps. Le peuple est rassemblé en Espagne, comme en Grèce, sur un programme qui est un programme pratiquement de type social-démocrate. Donc je finis. Voilà. Je distribue la parole. Voilà. Et je finis là-dessus. Ça veut dire que le programme qui consiste à dire on quitte l'euro et l'Europe parce que c'est gouverné par une bande de salopards est un programme sur lequel on peut être d'accord. C'est juste un programme sur lequel on ne gagnera pas. Merci. Monsieur. Bonjour. Du coup, moi j'avais une question assez simple. Mais... j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux récemment d'une proposition. Enfin, il y a pas mal de gens qui essaient de lancer un mouvement de refinancement de la dette grecque par les citoyens européens eux-mêmes, en fait, où ils proposent une sorte de financement collaboratif, un crowdfunding. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce truc-là et est-ce que vous pensez que ça peut vraiment amener à une solution et, enfin, quelque part, je pense que oui. Et dans ce cas-là, il faut le promouvoir, notamment à la manifestation de tout à l'heure, j'imagine, et autrement que par les réseaux sociaux. Voilà. Et sinon, l'autre question, c'était par rapport à la monnaie, enfin à l'euro. Je sais qu'il y a eu différents types de propositions qui ont pu être proposées par des économistes hétérodoxes, type de faire un panel de monnaies, en fait, de pouvoir faire en sorte que l'euro, ce soit plusieurs monnaies, en fait, avec différents types de taux, ou alors, enfin, même sinon, juste changer la politique monétaire européenne. Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre à ce niveau-là et effectivement des marges de manœuvre au niveau européen aussi où politiquement il y a des choses à faire et on a eu des beaux exemples à ce niveau-là. Merci. Lequel des deux veut répondre? Bon, alors, je sais pas, il marche pas. Vous m'entendez là? Oui. S'agissant de la dette grecque et des initiatives populaires qui sont prises à son sujet, toutes les initiatives populaires sont bonnes. Ça, c'est vraiment très important, hein. Ce qui veut dire qu'il y a des initiatives populaires qui ont été prises, par exemple, pour appeler à l'annulation de la dette. Il y a des philosophes, des archéologues qui sont lancés, qui ne sont pas du tout habituellement impliqués dans des combats politiques, qui, sur une base citoyenne, font circuler des pétitions comme celle-là. Je pense en particulier à Interdemos, si ça vous dit quelque chose. Et en effet, je connais l'initiative que vous indiquez, et je pense que les initiatives populaires qui permettraient en effet de rassembler de l'argent pour refinancer cette dette, c'est bien. Simplement, attention au refinancement de la dette. Parce que si vous refinancez la dette pour payer les créanciers et on continue comme ça, si vous voulez, là vraiment c'est un détournement des fonds populaires, à mon avis, qui ne serait pas du tout souhaitable. Donc il faut faire très attention à cette question-là et à ne pas contribuer à enrichir les banquiers et continuer perpétuellement en quelque sorte. Bon voilà, hein, donc je fais très attention avec cela. S'agissant des initiatives en matière de monnaie que vous évoquez, je crois que ce que vous dites est très important. C'est-à-dire que la monnaie unique est en fait un projet politique totalement nocif dont il va falloir d'une manière ou d'une autre sortir. Et il est très clair que, je ne vais pas maintenant pouvoir en parler parce que ça prendrait du temps, une monnaie commune serait un projet politique beaucoup plus intéressant qu'une monnaie unique.
Voilà, donc c'est difficile de développer maintenant, mais bon. Et je voudrais juste ajouter qu'en complément de ces monnaies uniques, les monnaies solidaires, les monnaies locales, comme elles existent, et en particulier en France, il y en a quelques-unes, mais pas qu'en France, eh bien, sont des initiatives citoyennes extrêmement importantes parce que ces monnaies locales, ces monnaies solidaires permettent une réappropriation de la monnaie par les citoyens. Et ça me paraît aussi fondamental. Si, il va passer. Ça marche? Ah oui. Moi, je voudrais faire une remarque et poser une question. Alors, ma remarque, c'est pourtant, j'attendais rien de l'Union européenne, parce que moi, je milite dans un mouvement de gauche, le MS-21, qui est pour la sortie de l'Union européenne. N'empêche que je suis sidérée par les déclarations des dirigeants européens. Alors, je ne reparlerai pas de Juncker, qui dit que la démocratie contre les traités, mais je voudrais parler de la dernière déclaration de Christine Lagarde, qui dit qu'elle aimerait bien avoir affaire à des adultes. Je trouve que Marie-Antoinette avait dit, s'ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche. C'est le même mépris pour le peuple. Et là où je suis sidérée, c'est que ça ne provoque pas davantage de mouvements de protestation dans la population, notamment dans la population française. Donc ça, c'était ma remarque. Maintenant, ma question, en fait, il y aurait deux questions. J'ai vu que Tsipras, il avait rencontré Poutine. Où en sont les contacts entre la Grèce, la Russie et éventuellement les BRICS? Et après, la deuxième question, mais qui reste aussi sur l'axe de la monnaie, parce que là, ce serait pour trouver un financement. J'ai bien compris la position de Tsipras. De toute façon, il n'a pas été élu pour ça, et son premier devoir, c'est de respecter la souveraineté populaire. Il n'a pas été élu pour sortir de l'euro. Donc effectivement, pour l'instant, je comprends tout à fait que le gouvernement grec veuille rester dans l'euro. Mais pourquoi est-ce qu'effectivement, il ne met pas en place, comme ça se fait dans certaines de nos communes, des monnaies d'échange locales qui permettraient à l'économie de fonctionner et qui permettraient d'échapper précisément à cette mainmise des créanciers? Et je voulais vous remercier pour vos interventions. Oui, alors en deux mots, effectivement, Alexis Tsipras s'est rendu plusieurs fois en Russie, et c'est normal, et c'est très bien comme ça. On ne voit pas pourquoi Madame Merkel s'y rendrait régulièrement, et les dirigeants européens s'y rendraient régulièrement, et pourquoi un dirigeant grec ne se rendrait pas en Russie? Pourquoi pas? Est-ce qu'il est absolument nécessaire, indispensable que le gouvernement grec n'ait que des relations avec le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la BCE? Pourquoi est-ce que le gouvernement grec, qui est un gouvernement souverain, n'aurait pas une vision diversifiée de ses relations géopolitiques? Par ailleurs, même si ceci n'est pas le point le plus important, je vous rappelle que les Grecs sont orthodoxes. Bon, voilà, il y a un représentant de l'Église orthodoxe qui est avec nous, grec. Eh bien, les Russes sont orthodoxes aussi, ça crée aussi un certain nombre de liens. Bon, voilà. Donc tout ceci existe et ça ne me paraît absolument pas choquant que ces contacts aient lieu. Et s'agissant des monnaies locales, je voudrais vous dire que le gouvernement de M. Tsipras est tout à fait favorable aux monnaies locales et aux monnaies solidaires. Mais en même temps, je voudrais vous dire qu'il est aussi très favorable à la démonétisation des échanges. La démonétisation des échanges. C'est-à-dire que les échanges entre les personnes ne passent pas nécessairement par la monnaie. Et voilà. Alberto, vous pour rajoutez juste ajouter une chose, les nouvelles municipalités de rassemblement citoyen en Espagne ont la plupart d'entre elles dans leur programme politique, et notamment à Barcelone, le développement de monnaie locale d'échange. Donc le faire dans des très grandes villes sera certainement une nouveauté en Europe. Jean-Pierre Blache, Hautes-Alpes. Je suis écologiste, antimilitariste, décroissantiste et anarcho-syndicaliste. Voilà. Alors, on remercie nos amis. On doit d'abord vous remercier d'avoir organisé cette réunion. Mais je déplore un petit tour, c'est toujours comme ça dans nos réunions, un petit tour magistral, c'est-à-dire le maître à la parole et les élèves, de temps en temps, peuvent vous poser une question. Moi, je pose une question, mais en même temps, ce n'est pas une question. Tout ce que vous avez analysé maintenant qui est juste, et tout ce que font Podemos et que font les Grecs en ce moment grâce à ce référendum, ce n'est pas déplorable d'avoir des référendums.
On pourrait en faire en France aussi, en particulier pour renverser cette putain de 5e République. C'est possible. Il suffit des 40 000 signatures. On va nous dire, oui, mais ça touche à la Constitution, vous n'avez pas le droit. Bon, alors, pour en revenir à Podemos et au peuple grec, il s'agit de foutre en l'air ce putain de régime capitaliste et il ne faut pas essayer de nous faire croire, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas dire c'est pas possible. C'est tout à fait possible. Ils mettent la main à la pâte, il faut qu'on les aide, il faut leur donner un coup de main. Et en France, il faut faire notre part de boulot. Puis qu'est-ce que c'est cette espèce oui, c'était un référendum sur l'Europe qu'on a eu il y a 6-7 ans. Nous l'avons gagné, c'est le non qui a triomphé. Et puis on continue à être sous le même régime. C'est insupportable. Alors je préconise la révolution non violente, pas comme en 68. Merci, monsieur. Bonjour et merci. Est-ce qu'il ne faudrait pas en fait expliquer pourquoi la production s'est effondrée pour que si les jeunes ou si ont envie de produire et de s'investir, ils ne craignent pas que tout s'effondre de nouveau? J'ai une intuition, le capitalisme, c'est par essence un système qui recherche de nouveaux marchés. Est-ce que la crise des subprimes n'a pas consisté à investir en Chine? Les 2000 milliards d'euros qui sont, à un moment donné, qui sont partis, est-ce qu'ils n'ont pas été investis en Chine? Est-ce que de là, qui est devenu la manufacture des produits, tout s'est enchaîné ou je ne sais pas? Et qui est allé investir autant en Chine, si mon hypothèse est la bonne? Par ailleurs, je voulais conseiller à tous de lire un livre français écrit par un journaliste français qui s'appelle Lenglet, L-E-N-G-L-E-T, et qui s'appelle « Les recasés de la République ». On comprend à quel point notre pays est corrompu. Parce qu'en fait, voilà, lisez Les recasés de la République et on comprend que nous-mêmes, nous sommes extrêmement corrompus. Je dis un mot quand même. Voilà. Oui, oui. Alors, je vais commencer à répondre. Je voudrais juste dire que en finir avec le capitalisme, nous sommes absolument d'accord. Mais, comme le camarade de Podemos l'a dit, vous ne gouvernez pas un pays avec un mot d'ordre. Gouverner un pays, c'est prendre des décisions, c'est engager un processus de transformation dont on sait qu'il prendra du temps. Être radical, c'est aussi être responsable. C'est prendre un certain nombre de décisions qui ont des décisions à caractère opératoire. Je vais prendre un exemple. En finir avec le capitalisme, ça va peut-être vous paraître, monsieur, surprenant, mais c'est repenser la fiscalité. C'est pas dire la fiscalité, ça ne m'intéresse pas. C'est pas dire la gestion des entreprises ne m'intéresse pas, ça c'est une affaire pourrie, je la laisse à l'extérieur. C'est véritablement se dire quelle fiscalité voulons-nous, pour quel service public, qui doit payer. Et là, il faut être précis. Il faut avoir des éléments de proposition extrêmement précis. Il ne faut pas rester, si vous voulez, avec des niveaux de mot d'ordre agrégés comme ça, qui laissent finalement le pouvoir à ceux qui savent prendre des décisions, mais qui les prennent évidemment dans une toute autre orientation. Pourquoi la production a-t-elle reculé ? La production a reculé en Grèce, mais si on avait plus de temps, je pourrais vous parler de la désindustrialisation en France. Je pourrais aussi vous dire qu'en France, les activités productives sont sacrifiées. En Grèce, la réponse, elle est, historiquement, depuis les années 80 et bien avant, parce que la Grèce a fonctionné comme une économie, comme une société de rente. Un pays rentier. Et ce pays rentier, par exemple, a préféré stimuler les circuits d'importation que de développer la production grecque. Dans les années 60, il y a eu, par exemple, en Grèce, un début de production automobile. Qui s'est opposé au début de production automobile en Grèce? Tous les circuits de distributeurs qui importaient les automobiles qui venaient du reste de l'Europe et des États-Unis ou encore du Japon. Après, nous avons affaire maintenant partout en Grèce, mais aussi en France et même en Allemagne, et ça va vous surprendre, à un capitalisme financiarisé. Ce capitalisme financiarisé détruit la production. Il considère les entreprises comme étant des actifs liquides.
comme étant des lieux dans lesquels on va créer de la valeur pour l'actionnaire, et pas du tout comme des lieux de production pour répondre aux besoins sociaux, et encore moins des lieux où se noue le dialogue social. Vous voyez ? Donc c'est tout cela qu'il faut remettre en cause. Et quand vous parlez de corruption, il faut aussi parler de la corruption en France et de l'appropriation de l'appareil d'État, en effet, par un certain nombre d'élites qui sont des élites dirigeantes et qui circulent de la finance au monde public et puis qui reviennent comme ça par principe dit de pantouflage. C'est tout cela dont il faut sortir, mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on n'en sortira pas uniquement avec des mots d'ordre du genre « le capitalisme, c'est fini ». Il faut en sortir avec des propositions extrêmement concrètes, très élaborées, et ces propositions concrètes et très élaborées doivent être démocratiques, c'est-à-dire qu'il faut en effet que le peuple s'en empare. Et quand j'ai pu dire dans d'autres circonstances « l'industrie est le bien de tous les Français », ça signifie que les Français doivent s'intéresser à l'industrie, se préoccuper de leur industrie, et non pas laisser ce débat-là à des experts ou aux politiques. Il nous reste 10 minutes de débat. Donc on va laisser répondre Alberto, et puis encore 2 ou 3 questions, et puis nous serons malheureusement obligés de mettre fin à cette conférence, mais il y en a plein d'autres cet après-midi. Alberto. Alors, je vais juste dire 2 mots pour laisser la place aux questions et pour ne surtout pas conclure, comme disait un ami à moi. Le empoderamiento ciudadano en espagnol, c'est la concaténation de empowerment et de citoyenneté. C'est la voie que nous avons choisie parce que il y a un travail sur les propositions en matière de fiscalité, en matière économique, qui sont des propositions crédibles. Le travail sur le programme de Podemos a été développé avec l'appui d'économistes connus espagnols comme Torres et Navarro, je pense que ça te dit quelque chose, qui sont des personnes qui ont joué un rôle important dans le mouvement des indignés, puisque en vulgarisant un certain nombre de propositions économiques, ils ont permis de porter un deuxième slogan des indignés. Vous avez entendu celui de « No nos representan ». Ce ne sont pas nos représentants, personne ne nous représente. Le deuxième slogan, c'est « Si se puede », oui, c'est possible. Navarro et Torres avaient publié un livre avec un député espagnol, Garzón, qui démontrait qu'il était possible d'avoir un autre programme économique sans que ce programme soit un programme de mise à bas révolutionnaire de l'ensemble du système social. Et nous avons donc 2 voies. Une voie sur des réformes fiscales profondes et crédibles. On travaille avec des fiscalistes importants, et je l'ai dit tout à l'heure avec Falciani, qui notamment pour être efficace réellement contre l'évasion fiscale. Parce qu'on peut dire qu'on est contre l'évasion fiscale, mais ça passe par des systèmes informatiques, par des systèmes légaux complexes. Et il faut aussi pouvoir avoir des lois qui fonctionnent contre ces systèmes modernes aujourd'hui, et très puissants et très techniques. Le programme sur le développement durable et les énergies vertes a été confié, les propositions ont été confiées à un certain Pauline qui a été jusqu'à présent le conseiller de Barack Obama sur la question des énergies vertes. Donc vous voyez, il y a un travail là-dessus. Mais le fait que les appareils d'État, l'ensemble des appareils, les banques, les municipalités, l'État, etc., soient remis entre les mains des citoyens, parce qu'il y a un mouvement citoyen, et que les élus ne soient pas des gens qui soient les larbins d'une oligarchie, mais qu'un certain nombre de méthodes de participation citoyenne soient développées et inscrites dans les lois et dans les mœurs, et la voie par laquelle, effectivement, on va pouvoir changer progressivement la société. Le capitalisme en Espagne, c'est un décret pour que les grandes multinationales dans lesquelles siègent Aznar et González, les grandes multinationales espagnoles du gaz et de l'électricité, c'est un décret pour empêcher le développement technologique en Espagne, puisque Tesla a sorti une batterie, la fameuse batterie qui permet aux personnes qui feraient de la production photovoltaïque de la stocker chez eux pour pouvoir l'utiliser à tout moment. Les technologies évoluent et peuvent permettre d'avoir des vraies alternatives au système de production centralisée d'électricité avec des forts réseaux de distribution. Empêcher ces évolutions technologiques, c'est aujourd'hui le capitalisme qui utilise le gouvernement pour maintenir ses privilèges. Donc le développement du pouvoir citoyen, c'est aussi permettre aux nouvelles technologies d'aider à transformer la société. Merci.
On a posé la question tout à l'heure sur le positionnement des anarchistes et on questionne également le problème de la sortie de la zone euro ou pas et la radicalité du positionnement donc, de ce gouvernement ainsi que du mouvement social qu'il a apporté le 25 janvier dernier au pouvoir. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui en Grèce, pour avoir un chiffre de ce matin, il y a plus des 2/3 des Grecs qui ne veulent pas sortir de la zone euro. 67% ce matin ne veulent pas sortir de la zone euro. Ils en ont très peur pour différentes raisons qu'on peut plus ou moins comprendre. Par contre, ils sont en majorité encore ce matin, contrairement à ce qu'on vous raconte, pour voter non à ce référendum qui concerne la question de l'austérité. Si certaines organisations politiques ne veulent pas participer à ce référendum, donc on choisit de s'abstenir. Le KKE, donc le Parti communiste, le deuxième parti communiste, on va dire celui qui a jamais voulu participer par exemple au développement des racines de Syriza, puis Syriza lui-même, et de même que certaines organisations anarchistes, mais très peu, c'est uniquement parce qu'ils considèrent que s'oppose une austérité radicale et une austérité modérée en quelque sorte, une austérité de plus en plus importante du côté des institutions, de la Troïka, et une demi-austérité en quelque sorte négociée plus ou moins du côté du gouvernement. Voilà ce qui est dit en gros par le KKE et ce qui est dit par exemple cette nuit dans le journal Apatris, qui est un journal anarchiste important en Grèce, qui écrit d'une certaine façon des choses assez voisines quant au constat et donc à la critique qui est faite. Néanmoins, beaucoup d'autres organisations, collectifs, mouvements ne vont pas faire cela et ils l'ont déjà annoncé, notamment dans les mouvements libertaires et anti-autoritaires, pour la raison suivante. C'est que leur action depuis le 25 janvier est vraiment facilitée par le changement du pouvoir politique. Comme l'a dit tout à l'heure Gabriel Koletis, vu que ce gouvernement est très intéressé par les échanges non marchands, non monétaires, du coup, les magasins de gratuité et les zones de gratuité ne sont plus harcelés comme c'était le cas encore l'année dernière. De même que les centres sociaux autogérés ne subissent plus des perquisitions et du harcèlement de toutes sortes. Donc, les conditions pour expérimenter l'utopie dans pleine zones alternatives en Grèce, dans des zones de laboratoire, on va dire, d'idées, sont aujourd'hui rétablies et on peut vraiment avancer. Les assemblées se multiplient en Grèce, les initiatives se multiplient. Ne croyez pas que le mouvement social s'est tant affaibli que ça, sinon qu'il a été un peu au ralenti durant les premiers jours et les premières semaines de l'exercice du pouvoir de Syriza. C'était plus ou moins normal, on s'en doutait. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que les activités sont très importantes à nouveau. Donc, pour conclure là-dessus, le mouvement social en Grèce aujourd'hui, il est face à un imaginaire social. Dans la société en Grèce, comme ici en France, regardez, on n'est pas à 10 000. J'espère que progressivement, les rencontres économiques vont agréger plus de monde et qu'on pourra ainsi avancer vers l'utopie. Mais néanmoins, pour pouvoir construire un cap digne de ce nom, aussi radical soit-il, il faut tenir compte avec lucidité des moyens dont nous disposons. Et pour cela, peut-être arriver à concilier le pragmatisme et l'utopisme. Et c'est pour ça qu'actuellement en Grèce, d'après un autre sondage paru avant-hier cette fois, plus de 2/3 des Grecs ne tiennent absolument pas compte des mots d'ordre des organisations politiques, qu'elles soient de droite, de gauche radicale ou anarchiste. Ça ne leur importe pas du tout et ils décident dans leur âme et conscience, en fonction certes du cap, aussi radical soit-il, qu'ils se sont fixés, mais aussi de la réalité de cet imaginaire social d'une population qui a très peur, c'est vrai, et qui doit avancer avec son temps. Et donc c'est pour ça que ces rencontres ici aujourd'hui sont importantes, en Grèce comme en France et ailleurs, c'est d'arriver à faire évoluer cet imaginaire social vers plus de radicalité, mais en tenant compte de la réalité telle qu'elle est. Vous avez reconnu Yanis Yulontas, et vous pourrez voir son film « Je lutte, donc je suis » cet après-midi à la fac de lettres. À quelle heure, dis-le ? À 17h30. Des extraits, puisque le film n'est pas encore totalement monté. Mais Yanis donnera un morceau de conférence, je crois aussi. Ça marche ? Oui.
En Europe, il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a eu aucun problème. Et pourtant, on est dans les ennuis à n'en plus finir. Et on nous dit, c'est la faute à qui? On nous dit, c'est la faute au peuple, aux gouvernants qui ont trop dépensé. Ceux qui ont fait l'erreur, c'est cette logique économique qui fait que les gens actuellement s'endettent pour pouvoir simplement travailler. Le système économique est tellement mal foutu qu'il a provoqué la destruction écologique, qu'il est en train de détruire les services sociaux, qu'il est en train d'enlever le pouvoir au peuple et à l'État, qu'il s'est approprié les moyens de communication. Donc, on se rend bien compte que ce système ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait que ce système, on continue à lui faire confiance en continuant à utiliser sa monnaie? Puisque c'est une monnaie fiduciaire, ça veut dire qu'on lui fait confiance, alors qu'il a trahi cette confiance sur tous les plans. Il n'y a aucune raison qu'on soit dans les ennuis actuellement, aucune raison objective, sauf leur faute de gestion, leur façon de gérer. Donc il faut vraiment que nous reprenions notre parole, arrêtons d'écouter ces médias, arrêtons d'écouter et parlons entre nous. Construisons, et des solutions existent. Il y a des solutions fiscales, il y a des solutions de travail, des solutions d'échange qui ne sont ni la croissance, ni la productivité. Produire, on en remplit les poubelles, on ne sait plus quoi en faire. C'est simplement produire ce dont on a besoin. Une entreprise, c'est fait pour être utile, c'est pas fait pour être rentable. Il faut donc reconstruire notre conception du travail et notre conception de la production. Et il y a plein de propositions très concrètes qu'on peut construire entre nous. Merci. Et ce sera malheureusement la dernière intervention. Oui, moi, j'ai une question de béotien de l'économie à poser. Vous avez parlé de monnaie unique et de monnaie commune. J'aimerais connaître la différence. Est-ce que la technique pourrait laisser mon micro ouvert ou est-ce que c'est gênant? Et je voulais seulement dire à la personne qui est intervenue juste avant que nous avons pris des engagements et nous avons l'habitude de les respecter. Donc à midi, nous terminerons cette conférence. Merci, monsieur. Moi, je crois que vous avez tout à fait raison dans votre intervention. Et il faut, Yanis le disait, nous réapproprier notre imaginaire, mais il faut aussi nous réapproprier notre sémantique. Les termes que nous employons sont extrêmement importants. Qu'est-ce que c'est que le travail? Est-ce que le travail, c'est un coût? Ou est-ce que le travail, c'est ce qui permet la création de richesse? Le seul élément qui permet de créer de la richesse, qui crée du lien social. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Est-ce qu'une entreprise, c'est en effet un joujou aux mains des détenteurs du capital, ou est-ce que c'est un lieu pour produire des biens et des services utiles? Je suis absolument d'accord avec vous. Je dirais juste que mon propos, je ne vous ai jamais parlé de croissance. Quand j'ai parlé de la Grèce tout à l'heure, j'ai parlé de nouveaux modèles de développement. Le développement, c'est une chose, la croissance, c'en est une autre. Je n'utilise pas le terme de croissance. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour terminer. Eh bien, une dernière question, et puis... Sur la monnaie, oui, alors, sur la monnaie, juste pour vous répondre, parce que c'est un vrai débat. La monnaie unique, c'est la même monnaie pour tout le monde, les Allemands, les Grecs, les Français, etc. La monnaie commune, c'est que chaque pays a sa monnaie. C'est une monnaie nationale. Simplement, lorsque l'on est à l'extérieur de la zone euro, à ce moment-là, on a une monnaie commune pour l'extérieur de la zone euro. Mais chaque pays a sa monnaie, ce qui permet à ce moment-là à chaque pays d'ajuster la valeur de sa monnaie les uns par rapport aux autres. Parce que si on ne peut pas le faire, ça, si on ne peut pas éventuellement dévaluer sa monnaie, eh bien, ça veut dire qu'on est obligé de procéder par dévaluation interne. Et la dévaluation interne, c'est la baisse des salaires, vous voyez, c'est la baisse du niveau de vie, c'est ce que malheureusement les Grecs ont dû faire. Donc il faut absolument avoir une monnaie commune pour les échanges extérieurs à l'Europe et des monnaies nationales qui reflètent en quelque sorte les situations spécifiques de chaque économie, de chaque société. Voilà. Merci.
Je voulais juste poser une question sur le Portugal, parce que j'ai vu avant-hier le premier tome des Mille et une nuits de Miguel Gomez, et la première séquence est une séquence hallucinante, avec la Troïka, les banquiers, et les politiques, enfin tout ça mélangé. C'est un ovni, ce film, et c'est très intéressant sur ce que ça apporte sur le Portugal. Il va y avoir 2 autres tomes, comme le film qu'on a vu hier, qui va nous être développé en 2 tomes. Voilà, je voulais savoir si il y avait, comme le Portugal a été aussi durement touché que l'Espagne, et que la Grèce, c'est le pire de tout. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez des nouvelles de ce qui se passait là-bas. Voilà. Il paraît effectivement que ce film, Les Mille et une nuits, est remarquable. Je ne l'ai pas vu, donc je vais courir le voir. Les régimes, les potions servies au Portugal, en Espagne et en Grèce sont identiques. Le niveau de résistance sociale et de destruction dépend de l'appareil industriel. La région la plus pauvre d'Europe, et là où il y a le plus grand chômage de masse, c'est l'Andalousie, c'est en Espagne. Pire qu'en Grèce. Le chômage des jeunes en Andalousie, c'est 70%. Le chômage des jeunes en Espagne, c'est 50%. Donc en fait, la situation est assez semblable. Les discours des États qui disent « nous, c'est pas la Grèce » sont mensongers. Le mouvement social est très développé au Portugal, et effectivement, la possibilité que les futures élections portugaises amènent au pouvoir des organisations politiques qui vont mettre fin à la politique d'austérité et s'y opposer est très, très importante. Et c'est pourquoi nous considérons que le Portugal et l'Irlande, où aux élections municipales, il s'est passé des choses importantes en Irlande récemment, il faut le voir, que le Portugal et l'Irlande peuvent, avec l'Espagne et la Grèce, devenir un front commun contre l'austéricide et pour changer le modèle de développement en Europe.